Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui discuter de la coopération franco-australienne dans le domaine de la défense. Avec l'évolution de leur environnement stratégique, immédiat comme lointain, la France et l'Australie ont entamé une restructuration de leurs capacités en matière de défense. Dès lors, deux lignes politiques se dessinent avec pour but commun la défense des intérêts étatiques et la coopération sur zone. Bien que les deux pays soient distants de plusieurs milliers de kilomètres, ils partagent une aire géographique, principalement maritime, où ils exercent leur mission régalienne. Je l'ai décliné en 4 points. Tout d'abord, l'océan Pacifique, qui sera notre sujet principal d'aujourd'hui, avec la défense de leurs intérêts et la participation à des exercices conjoints à travers tout l'océan Pacifique. Également l'océan Indien, important car il fait partie de l'axe Indo-Pacifique français de la défense, et il est essentiel pour les voies d'approvisionnement énergétique et de communication maritime. Au niveau scientifique, au niveau de la collaboration scientifique, nous avons l'Antarctique, qui a son intérêt également, l'Asie du Sud-Est aussi, également pour la défense, et un petit focus en Polynésie française, avec le développement de la diplomatie australienne suite au référendum de novembre 2018 en Nouvelle-Calédonie. Malgré les divergences historiques, les deux nations renforcent leurs liens depuis plus d'une décennie. Ce rapprochement fait écho à 3 causes. Tout d'abord, à l'évolution de leur environnement même, des menaces et des intérêts communs naissants, tels que la lutte contre les menaces infra-étatiques, d'assumer leur rôle de puissance régionale et la contribution à la sécurité de la zone. Ensuite, la prise de conscience que les menaces évoluent. Et je fais volontairement la différence entre la menace et la prise de conscience de ces menaces. Et troisième point, les nouvelles lignes de défense des États, à savoir que le Pacifique est un des points clés du quinquennat de M. Macron, et c'est le précaré au sens historique de l'Australie. Le but de la présentation va être double. Tout d'abord, de présenter comment s'est établi ce rapprochement et dans quel état est-il aujourd'hui, puis de voir quels sont les intérêts à coopérer ensemble et pour quel but. Tout au long du XXe siècle, et jusqu'à la fin des années 90, les relations entre la France et l'Australie ont davantage été sujettes à la rivalité qu'à la coopération. Il y avait donc la rivalité franco-anglaise pendant la première partie du XXe siècle. La France et l'Australie n'étaient pas dans les mêmes sphères d'influence, ils n'avaient pas les mêmes intérêts, ni les mêmes priorités stratégiques ou politiques. Il y avait une impossibilité de coopération poussée. Il y avait des accords, mais ce n'était pas poussé. Seconde partie du XXe siècle, donc de Seconde Guerre mondiale et guerre froide, les deux pays étaient dans la même sphère d'influence, cette fois-ci le bloc de l'Ouest, mais leurs intérêts étaient toujours divergents. La France était européenne et principalement orientée contre l'URSS, tandis que l'Australie était davantage océanienne et venait en soutien aux USA, notamment pendant la guerre du Vietnam. Également, point de désaccord qui a gelé la diplomatie entre la France et l'Australie. 2 affaires. Tout d'abord, les essais nucléaires français dans le Pacifique et le Rainbow Warrior. Donc, les essais nucléaires qui ont valu à la France d'être cités devant la Cour internationale de justice en 1973, par l'Australie et par la Nouvelle-Zélande. Et l'affaire du Rainbow Warrior qui s'est fait bien sûr en Nouvelle-Zélande, mais qui a eu beaucoup d'écho aussi en Australie. Et ces 2 affaires ont créé des tensions diplomatiques et légales. Aujourd'hui, où en est-on? Le terrain d'entente actuel, donc. L'Australie est une puissance régionale et internationale. Elle fait preuve d'une dynamique en termes de diplomatie locale, en termes d'ouverture économique sur la zone, et c'est un acteur essentiel de la stabilisation de la région. C'est un acteur diplomatique majeur à l'international qui est ouvert sur les affaires et les alliances internationales, qui prend part aux opérations actuelles. La France, quant à elle, est une puissance européenne à dimension mondiale grâce à ses outre-mer, dont le Pacifique Sud. Elle dispose également d'une représentation diplomatique permanente à l'ONU, du feu nucléaire et des armes conventionnelles avancées et sophistiquées, et également la francophonie est un atout important de la France. Elle a donc des capacités à la fois de soft power et de hard power. Et c'est également le seul représentant fort de l'Union européenne post- ou pré-Brexit dans le Pacifique Sud. Les relations entre la France et l'Australie, il y a aujourd'hui un intérêt commun à travailler ensemble. Les partenariats existent. Les partenariats existent déjà depuis le 19e siècle, ça s'est renforcé
à partir de la fin du XXe siècle. Nous pouvons citer notamment aujourd'hui la vente de sous-marins en Australie pour renouveler sa flotte, dont le contrat a été remporté par la France. Un partenariat stratégique en 2012 qui a été actualisé en mars 2017. Des visites officielles de personnalités françaises en Australie et de personnalités australiennes en France. Les relations sont donc dans une bonne dynamique. Jusqu'alors, il n'y avait pas de point de convergence, mais uniquement des divergences. Divergences diplomatiques, divergences militaires et des divergences d'intérêts. Il y avait une impossibilité de coopération poussée jusqu'alors. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès inverse. La France et l'Australie n'étaient pas isolées l'une de l'autre. Les coopérations, qu'elles soient bilatérales comme multilatérales, existaient bien avant les années 2000. J'avais pris l'exemple des accords France qui a été conclu au début des années 90 avec la Nouvelle-Zélande, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Cependant, les rapports de force régionaux, les affaires sécuritaires globales et la situation des deux pays, la situation au niveau de la défense des deux pays, ont évolué et l'existence et le développement d'un partenariat est bénéfique pour les deux nations dans le Pacifique Sud. Développer les coopérations de défense entre la France et l'Australie permet de renforcer ce lien grandissant entre les deux nations et de contribuer à la sécurité et à la prospérité de la région tout entière. Les piliers de cette coopération sont la recherche de la stabilité et de la sécurité dans le Pacifique Sud, la surveillance des mers du Sud et pour la France de mettre en avant son importance dans l'industrie de défense européenne. Le développement des capacités navales australiennes depuis les années 2000 et la normalisation des relations franco-australiennes permettent à la France de partager son savoir-faire en matière de construction navale et de surveillance des aides qu'elle peut apporter à l'Australie. Dans les faits, la coopération se décline sur trois axes. J'ai décliné cette coopération sur trois axes majeurs. Tout d'abord, un soutien aux États, en tenant compte de la géographie particulière de la zone, qui est une mosaïque d'États, souvent des États instables depuis les années 90 avec les différentes crises aux Fidji, aux Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La France et l'Australie, de manière bilatérale ou multilatérale d'ailleurs, aident à la gestion de ces crises sur le plan sécuritaire et sur le plan de la défense. Et également, les deux pays interviennent en soutien aux populations en cas de catastrophe naturelle, de manière conjointe. Deuxième point, la protection et la surveillance des flux maritimes et du trafic maritime mondial. Ça, c'est un point qu'on peut inclure dans la géopolitique des détroits, avec donc, le détroit de Malacca, également la Corne de l'Afrique dont on parlait hier et tout à l'heure, mais également le canal du Mozambique. Cette présence dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique de l'Australie est un atout majeur et unique, puisque ce sont les deux seuls pays capables d'intervenir dans les deux océans en même temps, hors États-Unis qui sont une exception. Donc dans le but, bien sûr, de réguler et de contrôler le trafic mondial. La défense maintenant, troisième point, excusez-moi, de cette coopération, la défense des intérêts des deux pays. Pour cela, j'ai défini 4 frontières. Tout d'abord une frontière maritime, ensuite une frontière aérienne, ce que j'appelle la très haute atmosphère, donc l'espace concrètement, et le cyberespace. Et j'exclus volontairement la frontière terrestre. Tout d'abord, la frontière maritime, au vu de la géographie de la zone, c'est la principale, pour justement mener à bien toutes ces missions de surveillance et de coopération. La frontière aérienne, avec tous les événements que l'on peut voir, je dirais depuis septembre 2001, mais également avec la recrudescence de la menace des drones, qu'ils soient civils comme militaires. Cette coopération mérite vraiment d'être poussée pour justement lutter contre ces menaces. Ce que j'appelle maintenant la frontière, excusez-moi, de la très haute atmosphère, c'est la sécurisation des satellites de communication. Concrètement, si un satellite est détruit, vous perdez les communications avec le pays entier, mais une bonne partie. Enfin, vous entravez les capacités du pays à communiquer. C'est également important pour tout ce qui est navigation GPS et pour l'imagerie. Et le cyberespace, la France et l'Australie ont un accord entre l'Australian Cyber Security Center et l'ANSSI, qui est son équivalent français, dans la lutte contre la cybercriminalité, le financement du terrorisme et le cyberterrorisme.
Quel est maintenant le potentiel de cette coopération militaire? Je parlais du partage du savoir-faire à la fois stratégique, industriel et opérationnel de ces deux pays. Tout d'abord, ce que j'appelle savoir-faire stratégique, c'est la pensée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense le conflit d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on pense le conflit d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on pense les conflits d'aujourd'hui. Ensuite, le savoir-faire industriel, il faut voir que cette coopération, c'est également un marché pour la défense, avec la vente notamment de sous-marins qui mériteraient, à mon sens, de se poursuivre. Mais également un savoir-faire opérationnel avec une expérience de terrain. Les deux pays étant ancrés sur site, ils peuvent mener des opérations conjointes et faire des rétex, donc des retours d'expérience. Et ces trois aspects sont essentiels pour la bonne conduite des opérations et la coopération entre les deux pays. Savoir travailler ensemble, concrètement. Deuxième potentiel de coopération, ça va être la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, que ce soit les menaces infra-étatiques. Ce que j'appelle menaces infra-étatiques, ce sont les groupes dissidents et séparatistes. Les menaces étatiques, donc des États qui n'auront pas les mêmes intérêts que la France et que l'Australie dans la zone, et des menaces supra-étatiques où la France et l'Australie sont en pointe. Là, je fais directement référence au changement climatique. Cette coopération devient nécessaire puisque le conflit devient de plus en plus coûteux et dangereux à notre époque, et il est important de coopérer donc pour éviter tout décrochage et rester au niveau des autres acteurs, qu'ils soient privés, publics, infra-étatiques, individuels ou étatiques. Maintenant, au-delà de ce potentiel de coopération, il y aura toujours des limites, aussi bien importantes la coopération soit-elle. Ces limites, j'en ai dénommé trois. Tout d'abord, au niveau du second nerf de la guerre, donc le renseignement, la France a sa propre organisation du renseignement, donc les différents cercles. L'Australie, quant à elle, a sa propre agence également, mais fait surtout partie des Five Eyes, avec le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. Ça peut être une limite en ce sens que, imaginons que les services australiens souhaitent communiquer une possibilité de menace à la France, aux services français. Il suffit que le Royaume-Uni, le Canada ou la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis mettent leur veto pour que l'information ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut être une limite. Ensuite, au niveau des alliances internationales, la France restera toujours plus proche de l'Europe, malheureusement, que de territoires du Pacifique Sud, tandis que l'Australie restera donc bien sûr dans le Pacifique Sud, mais également très proche des États-Unis. Troisième et dernière limite à ces coopérations, les intérêts globaux qui vont être divergents. La France est une nation européenne et l'Australie est une nation océanienne, tournée vers l'Asie et vers l'Océanie avant tout. Donc ce sont des partenaires commerciaux, certes, mais des partenaires commerciaux assez secondaires à ce niveau-là. En conclusion, je dirais que la France et l'Australie, en tant que puissance régionale et membre de la communauté du Pacifique, coopèrent et contribuent à la prospérité de la région. Les coopérations, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, existent. Les deux nations sont intégrées dans leur environnement et le développement de ces coopérations bénéficie non seulement aux deux acteurs, mais également à leurs partenaires et à la région tout entière. Le rapprochement franco-australien et le développement des coopérations de défense ne peut être que bénéfique. Les deux ont une solide histoire de la chose militaire, bénéficient de moyens budgétaires, humains, technologiques et industriels avancés et prennent une part active à la conduite des opérations de notre époque. Sans trahir leurs intérêts propres et engagements avec d'autres partenaires, une coopération bilatérale poussée permet de comprendre, de contrer et d'anticiper les menaces que subit et que va subir le Pacifique Sud. Je vous remercie de votre attention.